Chers auditeurs et auditrices, bonjour. En ce mercredi, l'heure de l'émission Ambaro, émission hebdomadaire que vous avez l'habitude de suivre sur les ondes d'Alliance 92. Pour ce jour, nous recevons comme invité le grand Raymond Randé, permettez-moi, bien illustre, plus à présenter, et une fierté aussi quand même du malgache à travers cette forte personnalité du monde de droit international. Cher invité, bonjour. Bonjour madame, je dois vous faire part de mon émotion à prendre la parole devant vos micros, car l'enseignant que j'ai été et que je reste jusqu'à présent est toujours heureux de partager ses idées et son enseignement avec le plus grand nombre de la population. D'abord estudiantine, bien entendu, mais aussi l'ensemble des citoyens. Et je tiens à vous exprimer ma reconnaissance pour ce privilège que vous m'accordez, car dans cette société cloisonnée, où on a peur de parler, personnellement, j'estime que votre émission Ambaro mérite sa place et doit être saluée à sa juste valeur. Sans vous taquiner, madame, je dois vous dire que j'ai été quelque peu embarrassé lorsque vous m'avez invité à prendre la parole, car si vous traduisez en français Ambaro, mais le français n'est pas ma langue maternelle, je dirais Ambaro signifie révéler. La révélation. Or, la technique de la révélation, l'art de la révélation, relève par nature de l'action subversive. Et ceci vous laisse quand même perplexe, car dois-je me demander si c'est votre objectif ou non. À vous de voir à travers les questions que l'émission d'ailleurs va vous poser, puisque ce sont vos propos, vos idées, vos constats, vos regards. Et d'ailleurs, société, vous l'avez dit ce mot, la société malgache, comment vous la trouvez actuellement? Pour être très simple, madame, je crois que la société est malade. Elle est malade, non pas qu'il faille faire une distinction entre ceux qui sont sains et ceux qui sont malades. Tout le monde est malade à un degré quelconque. Et le drame tient au fait que beaucoup de personnes raisonnent non pas en termes de citoyens engagés, mais en termes d'émigrés de l'extérieur et d'émigrés de l'intérieur et de donneurs de leçons. La difficulté résulte essentiellement, me semble-t-il, d'un sentiment général d'impuissance devant les problèmes, devant les difficultés, doublé d'un sentiment d'isolement dans l'action face aux difficultés. La jonction de ces deux sentiments entraîne la paralysie de la société et ouvre la voie, une voie béante, au développement de la subversion des esprits. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement lorsque je dis que la société malgache est malade. Et elle est tellement malade que les uns et les autres évitent de parler des questions de fond dans des débats de fond. On se contente d'un spectacle, on se contente de l'incantation, on se contente de slogans et de platitudes, pour ne pas dire de vérité première, mais à approfondir. On ne cherche pas à approfondir le mal, car analyser le mal, exprimer publiquement les tenants, les aboutissants des difficultés vous expose à un danger beaucoup plus grave. Vous êtes celui qui trouble et qui dérange, alors que nous avons affaire à un régime vieillissant. Est-ce à dire, oh, c'est profond ce que vous dites, est-ce à dire que le citoyen en soi, dans sa vulnérabilité, ne croit plus en rien? Vous avez donné la réponse à votre propre question. Mais il faut quand même resituer le problème dans un cadre beaucoup plus général. Et dans un cadre beaucoup plus général, il faut resituer la philosophie même de la globalisation, de la mondialisation, où on demande l'atomisation absolue du citoyen consommateur, le client consommateur, qui n'est pas de corps intermédiaire, qui ne soit soumis à aucune situation où vous ayez une médiation entre le marché global et le citoyen. Dans la mondialisation, c'est le citoyen nu, en principe raisonnable économiquement, face au monstre, au léviathan que représente le marché mondial. Donc vous voyez, il y a une conjonction de facteurs qui aboutissent en définitive à la fragilisation du citoyen, et même à la négation du citoyen, et en même temps au délitement progressif de l'État, qui représente un échelon entre le marché mondial et le citoyen. Comment prenez-vous alors ces constats, entre autres, Madagascar, population pauvre, mais pays riche? Oui, c'est un problème. Je crois que
il faut partir des bases de l'économie. Et en recherchant les bases de l'économie, personnellement, je ne suis pas économiste, mais j'essaie de raisonner en termes d'économie politique, mais non pas en termes de sciences économiques. En termes d'économie politique, nous avons la maxime fondamentale, il n'est de richesse que d'homme. Ça, je le répète, ce sont des propos de Baudin et tout le monde en parle. On oublie tout simplement que cette philosophie a servi de justification à la colonisation. Et dans le cadre de la colonisation, on partait de deux constats. Le premier constat, c'est que les richesses du monde sont inépuisables. Et le second constat, c'est que sur le plan démographique, nous avions des sociétés limitées quantitativement et bloquées qualitativement, intellectuellement, on n'avait pas de cadre. Il fallait éviter le gaspillage et la destruction des richesses par les populations qui étaient inadaptées ou non préparées à accéder au stade de l'homo economicus. Et c'est la raison pour laquelle la colonisation s'est exercée. Empêcher que ces barbares, ces brutes, ne détruisent la planète. Et quand vous lisez l'ouvrage de M. Perfit, Quand la Chine s'éveillera, vous avez très exactement cette description. Il ne fallait pas laisser les Chinois régner ni accaparer les ressources qui devaient servir au développement des pays développés. Actuellement, et en particulier à Madagascar, les termes ou les paradigmes de cette économie politique sont complètement bouleversés. Et la meilleure autorité qui nous donne l'image de ce bouleversement, c'est le pape François dans son encyclique Laudato Si. Et dans cette encyclique, il explique que la protection de l'environnement est une nécessité si on veut défendre la paix et la sécurité mondiale, parce que ce sont les relations entre les hommes via l'environnement qui sont directement en cause. Alors, vous voyez donc que... Mais on n'avait pas déjà cela, nous, avant Madagascar. On n'avait pas déjà cette sagesse. Non, le problème à Madagascar résulte, me semble-t-il, d'un point fondamental, à savoir que l'économie que l'on a instaurée à Madagascar, dans le cadre du système colonial, était une économie d'exploitation et de prédation, une économie de spéculation. Prenez un cas très simple. Est-ce que vous connaissez, vous, un exemple où le développement économique s'est développé ou s'est réalisé sans création de demande solvable? Or, quand vous reprenez les bases de l'économie, les trois fonctions de l'économie, produire, échanger et épargner avec la consommation, eh bien vous ne pouvez pas avoir des échanges ni une consommation et de l'épargne s'il n'y a pas une demande solvable. Or, on a demandé à la population de faire des sacrifices pour faire des investissements et pour que le développement se réalise. Il y a quelque chose qui manque. Je vous laisse. Oui, quelque chose qui manque, c'est très simple. Le développement de la demande solvable n'a pas été réalisé parce que ce n'était pas une économie introvertie. C'est une économie extravertie. Donc les centres d'intérêt faisaient très peu cas de la situation malgache et de la situation des Malgaches. Donc c'est ça le problème de l'économie malgache. Alors, vous vous rendez compte que économiquement, la question se pose. Ce qui fait que lorsque vous revenons à la base fondamentale, il n'y a de richesse que d'hommes. Eh bien, à Madagascar, qu'est-ce qu'il y a? D'abord, les richesses sont sûres et n'ont pas encore été, prospectées de manière systématique. Bon. Deuxièmement, sur le plan démographique, lorsque l'on dépasse le périmètre urbain, la densité de la population est encore acceptable. Quelle est la densité de la population lorsque vous avez, disons, 24 millions d'habitants sur 585 000 km²? Faites le calcul, quelle est la densité? Et cette densité n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe ailleurs. Et le problème, c'est que la situation démographique de Madagascar nous met en porte-à-faux, parce que pour beaucoup de gens, le pays est riche. Donc il faut se précipiter pour accaparer les richesses de ce pays. La population n'est pas importante, elle est disséminée. Donc il faut obliger, à ce moment-là, cette population à se cantonner quelque part pour que les gens puissent exploiter les richesses. Voilà l'enjeu politique de Madagascar. Et peut-être aussi... Et attendez, vous permettez. Et alors, nous devons quand même faire attention, parce que dans le discours politique actuel que l'on tient, on n'a pas du tout l'impression que les uns et les autres soient conscients de ce drame auquel nous devons faire face
dans un avenir immédiat. Tout le monde se plaint des problèmes des terres à Madagascar, le problème des ressources. Mais c'est vrai, mais il faut resituer ça dans un cadre politique, de pensée politique prospective. Et dans le cadre de cette pensée politique prospective, la question est très simple. Si l'aménagement économique se fait au profit d'intérêts spécifiques, particuliers, le Malgache n'adhérera jamais à votre projet. D'où donc cette déconcentration galvaudée ou cette histoire de décentralisation en promesse. Non, même pas. Le problème, c'est qu'il faut arriver à guérir le Malgache de son mal conceptuel, intellectuel et pratique pour amener les Malgaches à se créer une nouvelle solidarité dans le cadre d'un nouveau pacte politique, un véritable pacte politique. Il y a une expression malgache que je trouve excellente. Si les profits qui résulteront de la mise en œuvre de nos richesses ne profiteront qu'à quelques-uns, la population vivra un état de révolte permanente et nous n'aurons pas la sécurité. Le fin fond du problème actuel. C'est le fin fond du problème actuel. Et ce problème actuel, je suis désolé, nous n'en sommes pas conscients. Nous sommes conscients, du problème de la maîtrise des sols, des ressources de l'homme. Nous raisonnons en termes de négation et de contestation du pouvoir central. Mais vous n'allez quand même pas me faire croire qu'une collectivité décentralisée est à même de négocier des contrats miniers ou des contrats d'exploitation avec les multinationales. C'est un non-sens. Donc ce qui fait qu'au niveau du pouvoir politique, il y a une réflexion à mener en terme. On va revoir. Même beaucoup plus loin. Et la population qui est sur place a une capacité de nuisance telle que cette population, dans son droit le plus absolu, a le droit de savoir à quelle sauce elle va être mangée, ou plus exactement, comment peut-elle définir son avenir. Donc ce qui fait que l'ensemble de ces trois questions que je vous expose, madame, implique un processus de guérison nationale, c'est-à-dire soigner ce peuple malgache pour les amener à apprécier sainement les problèmes. La difficulté, c'est que nous considérons, les vérités premières ou les idées simples comme étant des vérités scientifiques. Mais non, c'est pas vrai. Lorsque nous nous lançons en politique, oui, il faut partir des idées simples, mais il faut raisonner parce que nous sommes actuellement dans un monde en pleine compétition. Et dans cette compétition, sans pensée et sans citoyens intelligents, et sans hommes politiques dévoués et intègres, nous serons perdants. De cette première partie, si l'on a très bien saisi les choses, c'est que donc le citoyen d'abord doit être lui-même le malgache, avoir un sens pratique de sa malgachéitude, mais également un enseignement qui convient par rapport à son épanouissement. Non, là oui, j'ajouterais tout simplement que qui convient à son épanouissement pour être plus concret, un enseignement et une éducation qui mènent les malgaches à comprendre ses potentialités et sa capacité pour pouvoir définir son avenir dans un cadre individuel, mais à l'intérieur d'un projet politique. Oui. Si je me permets encore de rajouter un petit peu, c'est que donc il faut mettre a priori cette force de la terre par rapport aussi aux citoyens existants, à la personne. Ce qui fait que de ces citoyens aussi, de ce qu'on dirait peut-être de son non-sens actuellement, ou de sa léthargie plus exactement, la société attend aussi quelque chose. Non, vous savez, ce que je relève dans ce que vous dites, madame, et ceci me paraît fondamental, lorsque vous dites qu'il y a à redéfinir le lien entre le citoyen et la terre. Parce que c'est là que le réside toute l'ambiguïté innée de richesse que d'hommes appliquée à la situation actuelle. On n'a pas besoin à redéfinir cette notion. À rappeler peut-être alors. Non. Même pas. À vivre une idée qui est fondamentalement malgache, c'est la sacralité de la terre des ancêtres. Et cette conception de la sacralité de la terre des ancêtres, est un concept commun à tous les malgaches. La terre est sacrée parce que c'est cette terre qui recueillera le reste des uns et des autres dans l'attente de la vie éternelle. Et c'est ça qui fait cette sacralité. Et c'est pour cela que lorsque l'on envisage la terre, mais uniquement en termes mercantiles, c'est ce qu'on appelle la marchandisation de la terre,
À ce moment-là, on est tout à fait à côté de la plaque, le malgache ne s'y retrouve pas. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas concevoir un seul instant que vous puissiez, contre de l'argent, céder à un élément sacré de son patrimoine. Et quand on regarde le problème, ça va même beaucoup plus loin qu'on le croit. Parce que quand vous regardez les événements de 1947, quel était le mot d'ordre du MDRM et de tous les combattants nationalistes ? Mas n'entendaza. Et quand vous regardez cette affaire, vous trouvez que ça a des impacts de droit constitutionnel. Et comme j'expliquais l'autre jour à l'Académie malgache, on aboutissait à des idées qui peuvent apparaître comme aberrantes aux yeux d'un juriste constitutionnaliste de droit occidental. Le MDRM avait défendu une république unitaire et fédérale. Un non-sens. Mais c'est là que les malgaches se retrouvaient. Et alors à ce moment-là, on arrivait à faire une distinction entre la patrie, Tanrazan, et Tanrazan, le terroir. Ouais. Et alors à ce moment-là, les gens étaient tout à fait à l'aise. Ils se sentaient parfaitement à l'aise d'être à la fois malgaches, membres du Fanzakana malgache, et membres des autres Fanzakana régionaux et personnels, Fanzakana Merne, Fanzakana Bitsle, Fanzakana Sakla. Ils étaient tout à fait à l'aise. C'est nous qui nous voyons des contradictions. Mais pour eux, il n'y avait pas de contradiction. Et c'est ça qu'on ne pouvait pas admettre dans toute cette construction. Parce que vous remettez en cause les bases colonialistes de l'organisation malgache. Alors vous voyez donc que, lorsque vous évoquez cette notion de terre, moi je crois que c'est une notion qui est très très profonde. Et que si on ne gère pas correctement cette affaire, indépendamment des problèmes fonciers, de justice foncière, d'égalité, de vérité en matière de titres fonciers, c'est tout le pays qui va en faire les frais. Madagascar et les autres et Madagascar, si on parle un peu de nos relations internationales, mais plus exactement de conventions, de ratifications. Madagascar quand même a beaucoup signé et a beaucoup ratifié, mais quant à ses applications en soi-même, si on parle par exemple droit de l'homme, entre autres. Oui, vous savez, dans le monde contemporain, c'est le professeur de droit international qui parle, hein, il y a beaucoup d'intentions. Nous vivons une culture d'intention. Et l'adhésion à des conventions internationales représente en fait une pure déclaration d'intention. La difficulté, me semble-t-il, c'est que dans les conventions internationales, la question n'est pas de savoir ce que l'on accepte ou ce que l'on répudie, mais de déterminer les conditions dans lesquelles ces conventions seront appliquées. Vous voyez, par exemple, en matière de financement, nous assistons à des réunions. Il y a plusieurs types de réunions. Les amis, les clubs, je vous fais grâce de tout ça. Et puis chacun vient là, chacun annonce, par exemple, son intention d'apporter son écho dans la corbeille de la mariée. Et puis tout le monde arrive. La question, d'abord, doit être envisagée sous deux aspects. En termes comparatifs. En termes comparatifs, on vous donne X. X, vous êtes content parce que vous avez obtenu X. Mais vous comparez votre propre situation avec celle d'un autre et vous vous rendez compte que, franchement, nous déclinons en matière de promesses. Je ne veux pas faire un truc, quelle en est la raison. La question n'est pas là. Je vous donne une question de méthodologie. Donc il faut arriver à avoir une démarche comparative pour pouvoir apprécier à sa juste valeur la nature de ce qui vous est accordé. La seconde raison, le second problème est relative à la conditionnalité ou à l'ensemble des conditions qui sont prescrites pour l'engagement et la liquidation de ces crédits. Alors c'est là que se situe le problème, parce que comme on dit dans le droit des obligations, on vous pose des questions, mais sur ces questions, il y a des conditions potestatives, c'est-à-dire des conditions que l'on indique, qui sont prescrites, mais dont la mise en œuvre
revient à votre propre initiative. Alors prenez un cas très simple. Je prends un exemple, on vous dit, bon, on vous donne tant, mais il faut que vous arriviez à bloquer l'impasse de la loi de finances à tel pourcentage de votre produit national. Ça, c'est un calcul très mathématique, très simple. Si vous n'atteignez pas ce pourcentage, mais vous n'aurez pas. Hein. Et ce n'est pas la communauté internationale, ni les gens qui ont souscrit des engagements, qui vont se substituer. C'est à vous de faire en sorte que vous arriviez à ce type de... Or, la réalisation de ces conditions implique au moins 3 volets. Une condition technique. Cette condition technique signifie tout simplement que vous ayez des chiffres exacts, la sincérité des bilans, des chiffres présentés, pour que la demande de pourcentage sollicitée puisse être honorée. Deuxièmement, la mise en œuvre de ces conditions implique un ensemble d'opérations, parce que ce n'est pas un acte isolé, c'est tout un processus qu'il faut engager. Et le troisième élément est une condition politique. Il faut que la population accepte, en dernière analyse, la mise en œuvre de ces conditions. Je prends un exemple très simple. L'ajustement structurel a été un échec, tout simplement parce qu'on avait demandé des choses absolument ahurissantes. Alors, on a mis l'échec de l'ajustement structurel sur le déficit de démocratie. Mais en fait, ce déficit de démocratie signifie quoi? L'incapacité du gouvernement à faire adhérer la population aux objectifs de l'ajustement structurel. Alors, vous voyez donc, vous avez les 3 volets qui s'imposent. Et ces 3 volets qui s'imposent... Travail en corrélation. C'est des travaux qui sont en corrélation. Donc, ce qui fait que, bon, on vous promet des choses. Ce n'est pas, si vous voulez, une aumône à fond perdu. Il y a une fonction de catalyse à attacher, à reconnaître à chaque opération d'engagement et d'aide. Et ce n'est pas parce qu'on vous donne, on vous promet ceci, que la chose se réalise. Parce que, oui, vous savez, prenez un cas très simple. Prenez le cas de la Dzirama. On a beaucoup parlé du cas de la Dzirama. On a privilégié le volet financier. Bon, le volet financier, cela veut dire quoi? Rétablir l'équilibre général des comptes dans un délai très précis. Et l'équilibre général des comptes signifie, l'État. Et puis, une autorité a déclaré que la Dzirama était une institution politique et que le problème n'était pas d'ordre uniquement financier, mais aussi un problème d'ordre politique. Alors, ce qui fait que le 3e volet de l'opération peut être remis en cause. Et là, ça pose un problème. Vous ne pouvez pas imaginer. Ce n'est pas le moment d'en parler. On peut en parler, on peut en discuter littéralement, mais ça pose un problème. Sur le plan politique, par exemple, ça pose des questions d'horizon. De vision. D'horizon. Ça pose des problèmes de mobilisation et ça pose des capacités de gouvernance. Et ça, c'est la politique, ça. Mais ça n'a rien à voir avec les aspects techniques, comptables. Les minutes passent trop vite, malheureusement, mais quand même, le droit, où est-ce que nous en sommes? Je dirais même pas judiciaire, je dirais même pas juridique. Le droit, Madagascar et le droit. Vaste question. Je vais la serrer un peu plus. Un tonneau de Danaïde. Je vais la serrer un peu plus. Volontiers, oui. Avançons-nous dans la mauvaise direction ou est-ce que nous reculons dans la bonne direction? Mais s'agit-il d'une question? Parce que vous ne posez pas une question, vous dégagez une conclusion négative. Et alors, qu'est-ce que nous allons devenir, nous, juristes, si je vous suivais sur votre raisonnement? Non, je refuse, madame, un sentiment d'impuissance. Et encore moins. C'est cette volonté, justement, de faire encore face, d'y croire, c'est ça qui doit primer chez le Malgache? Non, on ne croit pas parce qu'on est naïf, mais nous ne devons jamais nous résigner face aux défis. Oui, évidemment, le droit, il est malade. Il est malade parce que tout le monde annonce l'état de droit. Ce que je vois ne correspond pas du tout à ce que j'ai enseigné. Peut-être ai-je eu tort,
d'avoir enseigné cette discipline. Mais dans l'histoire, lorsque l'on commence à invoquer l'état de droit, tout en bafouant les principes de base du droit, la société va mal et s'oriente vers son autodestruction. Il n'y a jamais eu de société dans l'histoire où le non-respect du droit ait entraîné un progrès quelconque, car la négation du droit laisse libre cours à la force brutale, la force noire, la plus violente pour résoudre les difficultés. Et ça, c'est quoi? Or, c'est pour ça que ce signal d'alarme que je lance m'amène à peut-être rappeler quand même des principes de base de cet état de droit. Vous m'excuserez, madame. D'abord, l'état de droit et l'incantation de l'état de droit ne signifie nullement un droit de justification. Un droit de justification des actes, quels qu'ils soient, des autorités ou des puissants. Lorsque l'on dit ici, on a en tête la justification de tous les actes, quels qu'ils soient, la répression, l'usage de la répression par la médiation, par le droit, et en même temps la négation même de la liberté. Voilà le vrai problème. Or, on oublie une chose fondamentale, c'est que le droit est l'ultime raison dans la société. On se réfère au droit lorsque dans une société, vous n'arrivez plus à vous entendre, vous n'arrivez plus à organiser des relations sociales pacifiées et apaisées. Chacun prétendant défendre son bon droit, ceci entraîne des heurts, des conflagrations. Et c'est pour cela que le droit est la raison ultime dans le cadre d'une société. Et c'est là que réside la sacralité du droit, ce caractère de raison ultime. Parce que la politique ne consiste pas, et je le regrette de le dire, à présenter un programme ou un bilan d'action ponctuelle, matérielle, même contre la pauvreté. Si la politique n'entraîne pas en finalité la promotion de l'homme et des valeurs éthiques au sein de la société. Et parmi ces valeurs éthiques, vous avez le droit. Car face aux très grands problèmes, il n'y a que deux refuges, le droit et l'intelligence. Apparemment, en vous écoutant, et surtout les dires là qui donnent de la valeur aux mots et comme à l'esprit même, pourquoi attachez-vous tant d'importance à la sacralité du droit ? Je vous remercie pour cette question, mais je vais être très simple. L'histoire nous enseigne que le levier le plus efficace pour entraîner des troubles au sein d'une société est constitué par l'invocation et la démonstration de la violation de la règle de droit à grande échelle. En d'autres termes, lorsque la violation du droit, de l'état de droit, du respect du droit sont brandis, il y a lieu de faire très attention parce que la révolte est proche et grande. C'était l'émission ici avec comme invité Raymond Ranzé, ici sur Alliance 92, émission Ambaro tous les mercredis. Merci encore. Je vous remercie, madame.